Bonjour et bienvenue, Fatoumata Mbaye. On te célèbre aujourd'hui comme géante invisible. Mais avant de parler de cela, je voulais juste que tu reviennes un tout petit peu avec nous sur ton parcours. Tu as fait tellement de choses. Tu as aidé tellement de personnes et dans différents domaines. En tant qu'avocate, bien sûr, défenseuse des droits humains, mais tout simplement par ton, j'allais dire, ta vie. Parce que c'est une chose que de défendre des choses et des gens, c'est une autre chose que d'aligner et de vivre sa vie alignée à ce qu'on dit et ce qu'on croit. Et pour moi, ça, c'est extraordinaire. Dis-nous un peu plus sur toi. Qui es-tu? Waouh! Waouh! C'est une question très difficile. Merci Koumba, merci beaucoup. En tout cas, merci pour m'avoir invité, avoir fait ma modeste personne, surtout à participer à cette cérémonie de célébration. Et j'avoue honnêtement que c'est une surprise pour moi. En toute honnêteté, c'est une surprise parce qu'il y a tellement de femmes fantastiques à travers le monde. Des femmes très fortes, des femmes qui sont très bien impliquées, très bien engagées et qui pouvaient être à ma place. Voilà. Et que j'admire beaucoup. Je pense qu'on ne peut pas parler de sa vie, on ne peut pas parler soi-même. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. Je ne peux pas me peindre, c'est les autres qui peuvent me peindre. C'est les autres qui me connaissent, ceux qui me côtoient, ceux qui me rencontrent, ceux qui me voient tous les jours, ceux qui ont le jugement, ceux qui peuvent savoir ce que je fais et ce que je n'ai pas fait. Moi, personnellement, je ne peux pas savoir. Je suis un être humain, je fais ce que me dicte ma conscience. Et ce que me dicte aussi mon environnement, ce que je vois autour de moi. Et qu'est-ce que ta conscience te dicte? Qu'est-ce que ton environnement t'a dicté de faire? Ma conscience me dicte de lutter contre l'injustice. J'aime pas l'injustice. Depuis ma plus jeune enfance, je n'aime pas l'injustice. C'est la première règle. Et ma deuxième conscience, c'est que je pense que tous les êtres humains sont les mêmes. Avant même que je sois engagée dans les droits humains et tout ça. J'ai été élevée dans une famille très élargie, très grande, machallah. Nous sommes 5 frères et 5 sœurs. Et je suis l'aînée de la famille. Ma maman n'a jamais fait l'école, mais j'ai toujours vu que ma mère, elle était très avenante avec les autres femmes. Elle les accompagnait, elle les aidait. Et puis elle disait tout le temps aux femmes, écoutez, si vous voulez, vous devez rester dans vos foyers, mais vous devez être autonome. Voilà la première question que ma mère disait tout le temps. Et j'ai toujours vu ma mère travailler pour ses propres besoins, etc. Ce n'est pas qu'elle était dans le besoin, mais elle travaillait. Elle n'a jamais voulu croiser les bras et attendre que mon père apporte quelque chose, etc. Elle a toujours voulu travailler. Et pour ses enfants et tout ça, elle nous a tous éduqués sur le même plan d'égalité. Aussi bien la fille que le garçon. Il n'y a pas de raison que la fille reste comment dire, fasse tout le travail des corvées de la famille, de la maison, et que le garçon aille étudier. Non, elle s'est battue pour que toutes ses filles aillent à l'école comme ses garçons, comme ses fils. Donc je pense que c'est déjà une éducation qui nous a inculquée, qui est là. Elle a toujours porté aussi aide à celles ou ceux qui ne peuvent pas. Je vois souvent quand les gens viennent la voir en douce, elle se cache, elle fait des choses, et puis je pose la question. Elle me dit, oui, attends que tu sois grande, tu vas voir ce que ça va donner. Je pense que c'est un environnement, effectivement, qui contribue à façonner la personne. Et ça nous a façonné. C'est vrai, moi j'ai été mariée très très jeune, c'est vrai. Mais bon, je pense aussi que n'eût été le support que j'ai eu au sein de la famille et tout ça, bon, peut-être que je ne serais pas là où je suis actuellement, peut-être. Je me dis peut-être. Même si j'ai cette force de lutter, de me battre, etc. Si ma famille ne m'avait pas appuyé non plus, je ne serais pas là. J'aimais beaucoup les études, je continuais mes études. Même étant mariée, je continuais mes études. J'ai eu mon premier enfant très 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 jeune. Ben, je pense que de toute ma génération, j'étais la première à avoir un enfant. Et il y a des images sur lesquelles je ne voudrais pas revenir parce qu'après je me suis dit, bon, les enfants ont grandi et tout ça et je ne vais pas revenir là-dessus sur ces questions-là. Les enfants le savent parfaitement bien et mes enfants m'ont toujours aussi supporté. Étant grand aujourd'hui, machallah, je suis fière d'eux. Et chez moi, la liberté s'exerce dans ma famille, la liberté. Et le salon, juste un exemple, le salon à la maison, le grand salon à la grande famille, on appelle ça, comme les Égyptiens avaient appelé la place de leur révolution, Meydan Tahrir, qui veut dire la place de la liberté. Voilà.
la place de la Liberté. C'est comme ça qu'on a appelé le grand salon de la famille. Donc ça veut dire que tout celui qui est là, vous pouvez dire tout sans vraiment écorcher quelqu'un, sans dire quelque chose, mais vous avez le droit d'exposer vos idées, de dire. Et les tout petits ont aussi un droit au chapitre. Aussi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, etc. Je pense que ça, c'est déjà un élément fantastique pour une femme modeste qui est dans une famille africaine, qui est en Afrique. Souvent, les gens ont tendance à dire que les Africains ne connaissent pas les droits. C'est faux. Moi, je pense que les Africains connaissent très bien les droits. Ils savent aussi ce que ça signifie, les droits humains. Ils le savent parfaitement bien. Ça dépend maintenant, effectivement, des influences des uns et des autres sur les gens pour que les gens changent de comportement. Et je pense que le fait de rester dans une famille et d'être soudé, la solidarité, c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand vous n'avez pas cette solidarité, vous ne pouvez rien faire. Vous allez, comment dirais-je, galoper tout seul, mais vous n'arriverez pas, ou même si vous arrivez, vous ne serez pas tout à fait satisfait. On n'est pas encore dans une société vraiment où l'anonymat ou bien où, comment dire, l'individualisme est poussé à fond. On est dans une société grégaire ou une société où toutes les personnes sont concernées par ce qui se passe au sein de la famille, dans la société, etc. C'est vrai, il y a des avantages, il y a des inconvénients, ça c'est vrai. Mais il faut savoir, comme on dit, joindre l'utile à l'agréable pour pouvoir tirer en tout cas l'épingle du feu, pour pouvoir s'en servir. Merci. Écoute, si aujourd'hui tu voudrais parler de la question de justice qui te tient le plus à cœur, les problèmes d'injustice contre lesquels tu te bats et les choses que tu aimerais changer, des choses sur lesquelles tu as travaillé, ce serait quoi? Si tu devrais inviter des gens à venir te rejoindre dans un certain combat, à comprendre ce souci ou ce problème, à participer ou à agir pour que ça change, qu'est-ce que ça serait? Moi, je pense que d'abord, comme je l'ai dit au départ, dans la société, il faut la solidarité. Et dans la société, toute société a ses règles, n'est-ce pas? Et nous savons bien qu'aujourd'hui et même hier, la femme a toujours eu une place au sein de la société. Malheureusement, on voit qu'il y a une régression. Il y a une régression, il y a un comportement vis-à-vis de la femme qui fait qu'aujourd'hui, elle est, si vous voulez, le dernier maillon de la chaîne, alors qu'elle est au centre de tout ce qui se passe autour d'elle. Elle n'est pas respectée. Elle n'est pas respectée, elle subit des violences qui ne se justifient pas. Et je pense que si aujourd'hui il fallait vraiment mener une action, il faut lutter contre cette injustice qui, pour moi, constitue une injustice. Une femme, qu'elle soit mariée, quand elle est mariée, elle a encore plus de droits. Elle devrait encore bénéficier de plus de solidarité et surtout plus de compréhension. Et ne pas la mettre dans des situations qui font que de sorte, parce qu'elle est une éducatrice. Donc, sa vie qu'elle vit se répercute sur les enfants qu'elle va éduquer. Et sur la société, quand elle n'éduque pas seulement que les enfants. Parce que, comme on dit chez nous, en Pulaar, je suis une Pulaar, on dit tout le temps que la femme, elle est la propriétaire de la chambre et le mari, il est le propriétaire de la maison. Celui qui est propriétaire de la maison, il n'a rien parce qu'il n'est pas là. La chambre, tout se passe dans la chambre. Et c'est elle donc qui allie, qui concilie, n'est-ce pas, qui essaie de régler tous les petits problèmes des uns et des autres. Donc si on dit souvent aussi que les aînés disent aussi que si vous avez une bonne femme, la maison va marcher. Mais si vous avez une femme qui n'est pas bonne du tout, la maison sera complètement disséquée. Et je pense que nous, là, ici, ce qu'il faut changer, c'est changer le regard que nous avons sur la femme. Le regard qui est vraiment un regard négatif. Lui donner la possibilité, n'est-ce pas, de s'épanouir, mais aussi la possibilité de se former et d'être encadré et d'accompagner cette jeunesse qui est là. Surtout les jeunes femmes. Les jeunes femmes aujourd'hui, on a tendance à copier, on copie. Nous avons des valeurs. Il faut que ces valeurs soient mises comment dirais-je, en exergue. Il faut que ces valeurs puissent en tout cas être portées au niveau public et qu'on s'inspire de cela pour en tout cas revisiter tous les codes que nous avons dans notre société et même au niveau formel. Même au niveau formel, revoir tout ça et en tenir compte. Aujourd'hui, par exemple, on parle du mariage. Si dans les sociétés musulmanes, le mariage est obligatoire, mais dans un sens. Il faudrait impérativement que la femme accepte le mariage. Alors nous, dans nos communautés, on continue encore à imposer le mariage à certaines filles, surtout des petites filles de certain âge. Les petites filles, moi j'appellerais tout simplement, quand souvent je dis que c'est la pédophilie, parce que quand on marie une fille de 8 ans, elle n'a pas de consentement, elle ne peut rien dire. À 12 ans, elle n'a pas de consentement. Mais en plus de cela, souvent c'est qu'elle est mariée avec quelqu'un qui est peut-être son père ou même parfois son grand-père.
Et ça a une répercussion néfaste sur son développement et le développement de la famille parce qu'elle n'a pas encore intégré dans son esprit les devoirs conjugaux et ensuite les devoirs familiales. Elle n'a pas encore intégré. Donc ça a une répercussion néfaste sur tout son environnement immédiat et on l'empêche aussi de s'épanouir, on l'empêche de continuer des études. Aujourd'hui, on ne peut pas dire aux filles, restez dans vos familles, on ne peut pas dire aux femmes, restez dans vos maisons et ne faites pas des études. Elles sont obligées aujourd'hui d'étudier, c'est une obligation. Et dans toutes les régions où on va, l'éducation est une obligation. Et il faudrait qu'on comprenne ça, sur se changer. D'abord, on ne peut pas lutter contre la justice si on ne connaît pas. Et si la femme ou bien la personne n'est pas éduquée. Merci, merci. Donc, si je comprends bien, la lutte, c'est vraiment pour le changement du regard qu'on a sur les femmes, le statut de la femme. La lutte, c'est aussi combattre les mariages forcés, faire en sorte que les enfants, les jeunes femmes ne soient pas mis dans des situations qui affecteraient leur vie de façon négative. Y a-t-il d'autres sujets, d'autres combats que vous êtes en train de mener? Peut-être parlez-nous des combats que vous avez aussi menés par le passé. Bon, on a mené les combats pour l'égalité des chances. Je prends l'exemple de mon pays. Nous sommes un pays biracial. Et on lutte contre le racisme, la discrimination et l'exclusion, et c'est tout à fait normal. Donc la première chose que j'ai fait d'abord, très jeune, je pense, la connaissance avec la prison. C'est là que j'ai commencé mon métier d'avocat. Très jeune, c'est quel âge? Bon, quand je dis très jeune, à 29 ans. À 29 ans, c'est encore jeune. Quand je viens juste de finir mes études et j'ai postulé déjà au métier d'avocat. Donc, avant de prêter serment, je suis allée en prison. Ce qui veut dire que je sais déjà à quoi m'attendre parce que j'ai vu les gens et j'ai compris pourquoi les gens sont là et de quoi ils sont accusés. Et la prison des femmes, on a compris que toutes ces jeunes femmes qui sont là, peut-être que si elles avaient eu, la possibilité ou la solidarité de leur milieu immédiat, elles ne tomberaient pas si bas. Hein? Peut-être aussi qu'elles ne connaîtraient jamais, n'est-ce pas, la prison. Et j'ai compris tout ça là. J'ai appris plein de choses en prison. Mais parlez-nous de ça, parce que la prison des femmes, c'est quelque chose dont les gens ne parlent pas. C'est-à-dire, quand une femme va en prison, elle est presque perdue pour la société. Ce n'est plus quelqu'un dont on parle, on ne sait pas comment on la gère même quand elle sort. D'abord, je pense la première question, vous êtes allé en prison, pourquoi? Et ensuite, quand vous êtes allé en prison, vous avez trouvé qui? Pourquoi les femmes vont en prison? Quand elles sont en prison, qu'est-ce qui les amène en prison? Moi, je suis allée en prison pour avoir distribué des tracts à l'époque. On a distribué des tracts pour protester contre l'arrestation de certains professeurs et intellectuels mauritaniens, négro-mauritaniens, qui avaient tout simplement rédigé ce qu'on appelle le manifeste des négro-mauritaniens opprimés, qui a été, je pense, diffusé lors du congrès des chefs d'État, au sommet des chefs d'État qui s'est tenu à Addis Abeba en 1985-86, je pense. Et suite à cela, donc j'ai été arrêtée avec ma petite sœur. J'aurais bien voulu qu'elle soit là parce qu'à l'époque, ma petite sœur, elle avait 15 ans. Donc voilà, elle avait juste 15 ans, mais elle a fait la prison avec moi. Et quand nous sommes arrivés à la prison, donc nous étions des détenus politiques. On était des détenus politiques et donc on est parti pour cela. Mais quand je suis arrivée à la prison, j'ai vu tout un autre monde. Je comprenais maintenant, j'ai vu tout un autre monde. Des jeunes femmes qui sont venues soit... elles ont volé un petit quelque chose, soit elles ont été arrêtées parce qu'elles étaient avec un copain. C'est pas permis, effectivement, dans la religion musulmane. Et à l'époque, on venait juste de sortir de l'application de la charia en Mauritanie. Et ce n'est pas permis, effectivement, par la religion et par la charia, qu'une femme non mariée ne doit pas avoir des relations avec un homme. Voilà. Et donc, on pouvait être arrêté pour ça et aller en prison. Absolument, absolument. Mais aussi, ce que j'ai constaté aussi, c'est qu'il y avait des femmes qui accouchaient en prison. D'autres qui étaient peut-être arrêtées parce qu'elles avaient usé de l'alcool, etc. Donc, des petites choses comme ça, qui sont des crimes, effectivement, de droit commun, mais qui sont très fortement réprimés en Mauritanie à l'époque. Et ce que nous avons constaté, c'est que ces femmes, souvent, quand elles sont en prison, elles sont abandonnées totalement, comme vous l'avez dit, n'est-ce pas? Abandonnées totalement, par la famille, deuxièmement, par la société qui considère qu'elles sont, si vous voulez, des déchets. J'appellerais ça comme ça, de la société, et qu'elles n'ont pas droit, en tout cas, à être rééduquées, à être accompagnées.
Donc, les seules personnes qui les accompagnaient, c'était les sœurs. C'était les sœurs de l'église qui venaient souvent donner quelques petits cours de couture, comment dirais-je, de tissage, etc., de tricotage, etc. C'est ça. Donc, c'est ce que je dis tout le temps à mes amis. Je dis, il y a trois choses que j'ai appris en prison. J'ai appris à boire le thé. Je ne buvais pas le thé. Je n'aimais pas le thé, étant mauritanienne. J'ai appris à jouer aux cartes. Je n'aimais pas les cartes, je jouais aux cartes. Et j'ai appris à aider les femmes à accoucher. Je ne suis pas infirmière, je ne suis pas, comment dirais-je, obstétricienne, je ne sais pas, mais j'ai aidé parce que les circonstances m'obligeaient à le faire. Mais aussi à lutter à l'intérieur de la prison pour exiger des gardes le respect des personnes qui sont emprisonnées, pour leur dire c'est des êtres humains. Vous n'avez pas le droit de les traiter n'importe comment. Hein, et exiger aussi qu'il y ait, parce qu'à ma sortie, ça, exiger aussi qu'il y ait des gardes, n'est-ce pas, femmes, que ce soit des gardes prison, qu'il y ait des gardes femmes, que ce soit puni les hommes. C'est quoi? Pour éviter effectivement que toutes ces filles qui rentrent en prison, parfois saines, ne sortent avec des enfants. Hein, qu'elles ne soient pas abusées. Parce que souvent, pour bénéficier de certaines libertés, elles sont obligées de payer ça très cher. Donc, il fallait lutter contre tout cela. Et je pense que la prison des femmes, quand nous, on est arrivés, c'était un ancien fort qui datait peut-être depuis avant les indépendances. Et aujourd'hui, on peut être plus ou moins fiers de voir que cette prison a changé, que les femmes ont déménagé et qu'elles ont une crèche à l'intérieur, qu'elles ont des séances de formation, qu'on peut les visiter, qu'on peut leur faire passer des fêtes, etc. C'est vraiment voir qu'il y a quand même une amélioration de la situation en Téki où cette femme, elle était maltraitée, par les gardes, deuxièmement, elle n'avait même pas, n'est-ce pas, d'appui extérieur. Aujourd'hui, elles sont accompagnées, bon, pour les familles qui ont les moyens de se payer les services d'un avocat. Oui, s'il n'y en a pas, des familles n'ont pas les moyens, il y a des associations, n'est-ce pas, qui les accompagnent et qui assurent en tout cas l'assistance judiciaire pour ces femmes-là. Formidable. Merci, merci beaucoup parce que c'est vraiment une fenêtre sur ces femmes oubliées très souvent dans ces prisons. Nous savons ici que on a la question par exemple de l'avortement qui est réprimé, donc des femmes qui vont en prison pour ça. On a bien sûr les questions d'infanticide. Absolument. Aussi, des femmes qui vont en prison pour cela et très souvent qui sont dans des conditions elles-mêmes déjà avant cela qui sont très très difficiles, abandonnées par les familles, par les les auteurs des grossesses, etc. Et donc qui se résolvent à faire certains de ces actes et qui finissent en prison. Mon autre question pour toi aujourd'hui, c'est quand on regarde dans le futur et ce qu'on doit faire pour changer la situation pour les femmes en Mauritanie, au Sénégal, parce que bon, quelque part, la Mauritanie et le Sénégal, nous partageons, comment on appelle ça, une frontière, et nous partageons des peuples. Beaucoup de choses. Nous partageons des peuples sur des générations qui ont voyagé, qui ont bougé. C'est vrai que de plus en plus, nos États j'allais dire, se concrétisent, si on peut l'appeler comme ça. Ça devient plus serré et tout, on se dit sénégalais, on se dit mauritanien, mais la vérité c'est qu'il y a une certaine fluidité parmi certains des groupes de nos peuples. Qu'est-ce qu'on doit faire? Quels sont les actes importants que nos gouvernements doivent poser pour changer la condition des femmes? Moi, merci beaucoup pour cette question pertinente. Je pense qu'aujourd'hui, si nous regardons notre environnement immédiat, toutes ces femmes, avant, vous savez, la femme, elle ne migrait pas. Elle migrait très rarement. Aujourd'hui, pratiquement, le plus grand nombre de migrants, on compte beaucoup de femmes, particulièrement des jeunes femmes aussi, qui sont à la recherche, effectivement, de leur gagne-pain, de leur pain journalier. Avant, c'était les jeunes gens, les hommes qui partaient. Et la femme est restée au village, elle restait en ville, elle restait où elle continuait ses études, elle faisait autre chose, mais elle ne partait pas. Elle était assurée. Aujourd'hui, il n'y a pas cette assurance, comme je l'ai dit au début. Aujourd'hui, elle est obligée elle-même, parce qu'elle est elle-même en soutien de famille, qui fait qu'elle est obligée de partir. Et quand elle part, elle est encore en être vulnérable. C'est elle qui subit plus que ce que subissent les jeunes gens. Parce que s'il s'agit de courir, elle ne peut pas courir à de longues distances.
s'il s'agit de se battre, elle n'a pas cette force-là. S'il s'agit de supporter toutes les affres de la vie du migrant, hein, elle est toujours la première cible concernée. Et donc, je pense que dans nos États, comme on l'a dit, dans nos États aujourd'hui, nous voyons qu'on est en train de nous ramener des politiques qui ne nous concernent pas. Ce sont des politiques qui ne nous concernent pas. Nous, on ne connaît pas les frontières, comme vous l'avez dit, entre la Mauritanie et... Il y a une frontière naturelle, n'est-ce pas, que partagent les populations de part et d'autre. Vous avez une famille qui est en Mauritanie, qui a aussi la même famille qui se trouve au Sénégal. N'est-ce pas, comme vous l'avez dit, c'est le fleuve qui nous sépare. N'est-ce pas? Au niveau du Mali, il n'y a pas de fleuve. C'est juste une frontière, comment dirais-je, invisible qui est là, qui fait que les populations villageoises, elles ne comprennent pas. N'est-ce pas qu'on leur dise qu'il y a une frontière qui vous sépare, vous ne pouvez pas partir. La raison en est que toutes ces populations n'ont pas de papier. Ces populations n'ont pas de papier, elles veulent partir, elles veulent se déplacer quand elles veulent. Et quand la vie leur exige cela de se déplacer. Et aujourd'hui, on veut les embrigader, on veut les cantonner dans des camps, parce que j'appellerais ça des camps, hein, pour dire tout simplement qu'elles sont obligées de se soumettre à une certaine réglementation, hein, qui fait que l'État, n'est-ce pas, distille et trie les personnes dont il a besoin. Hein, dont il a besoin, qui doivent en tout cas impérativement venir chez lui. Et que quand ils viennent, on appelle ce qu'on appelle la carte de séjour. Je dis que la carte de séjour ne peut pas se justifier en Afrique. Ça ne se justifie pas parce que nous sommes les mêmes familles. Et pourquoi on veut nous imposer une carte de séjour comme en Europe? Je peux comprendre qu'en Europe, comment dirais-je, une Africaine ou une Asiatique, etc., qui sera en Europe ou en autre pays qu'on lui demande une carte de séjour. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans le même ensemble. Il n'est pas dans le même ensemble. Bien sûr, nous sommes tous des êtres humains. Et la liberté de circulation devrait être appliquée à tout le monde sans qu'on ait à tenir compte de la nationalité, n'est-ce pas, de la condition sociale, etc. Mais aujourd'hui, malheureusement, en Afrique, nous sommes dans une situation où nous adoptons des politiques qui ne nous suivent pas, qui ne conviennent pas ni à nos États, aucun impact, ni à nos populations, qui d'ailleurs créent une déchirure, n'est-ce pas, profonde au sein de nos populations, mais aussi qui poussent nos jeunes, hein, à aller tenter, comment dirais-je, l'impossible. À tenter l'impossible à partir coûte que coûte, vaille que vaille. Je pense que si aujourd'hui on essaie de mettre en place des projets, comment dirais-je, durables, n'est-ce pas, et surtout qu'on mette en place une stratégie qui peut les amener à une politique durable, à un pays durable, je pense que ces populations ne partiraient pas. Et je pense que ces femmes-là, elles ont besoin d'être appuyées, elles ont besoin d'être protégées. Et donc, nos États doivent aussi, si nous regardons dans le, comment dirais-je, dans le cursus légal que nous avons au niveau de nos États, le cadre légal, on ne voit pas du tout un texte spécifique qui protège la femme. Il n'y en a pas. Dans tout le pays, on n'a pas. On n'a pas ces textes-là. Et c'est la raison pour laquelle en Mauritanie, nous avons exigé impérativement qu'il y ait une loi spécifique qui va protéger les femmes, que ce soit la femme mauritanienne ou toute autre femme qui vit en Mauritanie, qu'elle soit protégée contre tous les abus. Je dis bien tous les abus, sans distinction aucune, n'est-ce pas? Parce qu'elle peut être victime de viol, elle peut être victime de trafic de personnes, elle peut être victime d'esclavage, elle peut être victime d'exploitation, elle peut être victime Donc, nous voulons qu'il y ait en tout cas une loi et un cadre juridique qui permet tout simplement à la femme d'évoluer sur l'espace public sans qu'elle soit inquiétée. Merci, merci beaucoup Fatimata Mbaye. Cette question de la migration est une question triste, je dirais, parce que comme tu dis, c'est comme si nos États se battent contre leur propre peuple. Parce que à force de vouloir les limiter là où on peut aller, là où on ne peut pas aller, quand tu vas dans un côté on te dit non, toi tu es mauritanienne, quand tu es en Mauritanie on dit non, toi tu es sénégalaise, non tu es malienne, alors que quelque part notre existence en tant qu'individu, en tant que famille dépasse les cadres de nos États tels qu'ils ont été construits et conçus il n'y a pas si longtemps que ça, finalement, ces États-là. Nos familles, nos groupes, nos façons d'être sont beaucoup plus vieilles que les États qui nous contiennent. Absolument. Alors, en tout cas, un grand merci. Est-ce que tu as quelque chose d'autre que tu aimerais vraiment ajouter, que tu aimerais dire? Particulièrement, moi, je pense aux jeunes hommes et jeunes femmes, hein, mais particulièrement aux jeunes femmes qui vous regardent parce que vous êtes une géante. Vous êtes une légende vivante, une géante invisible
Et c'est important qu'on ait des modèles parce que très souvent, par humilité, parce que comme vous l'avez dit au tout début, je vous ai posé la question, vous avez dit que vous ne pouvez pas parler de vous. Donc on sent cette humilité. Et pourtant, vous avez accompli des choses extraordinaires. Comment on fait pour inspirer d'autres jeunes à faire comme vous, même plus que vous, à aller plus loin, lire ce que vous avez écrit, comprendre les questions sur lesquelles vous vous battez, pour ce que vous faites pour les femmes et pourquoi vous le faites, pour qu'elles aussi soient avec vous et aillent aussi loin que vous. Merci beaucoup. Je pense que à toutes ces jeunes femmes et jeunes gens, parce que si nous voulons lutter contre toutes ces violences et surtout accompagner les jeunes femmes, on ne peut pas les accompagner si les jeunes gens ne sont pas avec eux. C'est une obligation. La société, elle est complète quand on a les deux. N'est-ce pas? C'est un jumelage que notre Créateur a mis, en tout cas sur Terre. Et je pense que c'est toujours en faveur, n'est-ce pas, de l'être humain qu'il a sacralisé. Qu'il a sacralisé. Et en conséquence, je pense que toutes ces jeunes femmes, la première des choses, c'est qu'elles doivent d'abord s'informer et se former. C'est une obligation. Elles ne peuvent pas échapper à cela. Elles ne sont pas obligées tout le temps d'aller à l'école, mais elles peuvent aussi se former parce que la formation et l'éducation, ce n'est pas seulement à l'école. On peut se former là où on est. Chacun se forme suivant ses prédispositions, suivant ses possibilités, suivant ses moyens et suivant le milieu dans lequel il est. Effectivement, savoir lire et écrire, c'est quelque chose qui est très important dans nos temps, mais aussi y ajouter un métier et ajouter une formation professionnelle extrêmement importante. Il faudrait qu'elles sachent aussi compter sur elles-mêmes, mais surtout en respectant leurs valeurs. En respectant ses valeurs, ses propres valeurs, sa dignité, c'est une obligation et son honneur, c'est une obligation. Pourquoi? C'est des choses qu'on n'achète pas, c'est des choses qui ne sont pas discutables, qui ne sont pas, en tout cas, négociables. Et autour de ces deux valeurs, je pense, on peut construire la justice et la paix. Merci. Merci beaucoup. Merci vraiment.